Bonjour, nous continuons dans ce cours de leadership des organisations. Nous avions parlé dans le dernier cours des théories des organisations et notamment surtout de ce qu'on appelle l'approche classique. Donc, comme nous l'avions vu, l'approche classique c'est une approche, un courant de pensée qui a invité à gérer l'organisation mais en tenant compte des aspects économiques, c'est-à-dire de la rentabilité économique, mais aussi financière, c'est-à-dire que donc permettre à l'organisation de s'en sortir, de réaliser des bénéfices, d'être plus efficace, mais aussi de permettre à ses employés d'être plus performants. Et ainsi donc, comme nous l'avons vu avec certains auteurs comme Frédéric Taylor ou bien Henry Ford, on a vu que, n'est-ce pas, donc, l'organisation peut espérer pouvoir mieux s'en sortir. En tout cas, donc, le dirigeant ou bien le leader qui gère une organisation peut s'inspirer, peut s'appuyer sur ces différents éléments pour pouvoir gérer d'une façon beaucoup plus efficace. Voilà, c'est pour cela que, comme nous l'avions vu avec l'OST, l'Organisation scientifique du travail de Frederick Taylor, euh, on nous invite, le manager est invité, bien l'organisation est invitée à mettre l'accent sur des choses comme par exemple la spécialisation, c'est-à-dire le fait de privilégier les spécialités. Donc travailler déjà avec des personnes qui sont spécialisées dans leur domaine, mais aussi, en tout cas, donc mettre l'accent sur les individualités. Et justement, c'est pour cela que avec l'OST, l'Organisation scientifique du travail, Frédéric Taylor invite à ce qu'il y ait ce qu'on appelle une division du travail, c'est-à-dire une division horizontale, mais aussi une division verticale. Tout simplement, faire de sorte que les employés puissent, qu'on puisse confier aux employés des tâches précises, mais aussi des activités précises. Et voilà, donc bien sûr, donc c'est ce qui pourrait, par exemple, selon lui, permettre à une meilleure gestion, de l'emploi du temps, tout simplement, du temps de travail, en faisant de sorte qu'il n'y ait pas de perte de temps, mais que les employés, les travailleurs puissent aller à l'essentiel et faire le travail de façon efficace. Henry Ford aussi, quand il est venu, lui aussi, il a expliqué la même chose et a proposé à peu près la même chose, c'est-à-dire comment faire comment faire pour que l'employé puisse se retrouver dans son travail en travaillant mieux, mais aussi en étant mieux payé également. Mais aussi, bien sûr, il a également, comme Frédéric Taylor, proposé à ce que le travail soit bien géré, donc géré de façon optimale, en essayant de faire les choses étape par étape, euh, ce qu'il appelle le travail à la chaîne, mais aussi il a développé également des concepts comme la standardisation, le fait de produire en masse le même type de produit, voilà, donc pour vendre ça à différents types de clients. Et les autres aussi, Max Weber par exemple et Henri Fayol, qui font partie de cette école-là, de cette école classique, eux aussi, ils ont expliqué à peu près la même chose, ils se sont penchés sur la même chose, sauf que ils ont un peu plus insisté sur les éléments qui sont liés à l'administration. Sachant que Frédéric Taylor et Henry Ford, dont nous venons de parler, eux, ils ont un peu plus théorisé sur la production. Donc Henry Fayol et Max Weber, ils ont mis l'accent sur l'administration, c'est-à-dire la gestion administrative, et ainsi donc, toujours dans le même sens, dans la même lancée, comment aider l'organisation à gérer de façon plus efficace, comment aider l'organisation à être gérée d'une façon beaucoup plus efficace, comment le leader, par exemple, peut s'appuyer sur un certain nombre d'éléments pour une meilleure gestion. Et l'administration, comme on le sait, est essentielle. C'est pour cela que, par exemple, justement, donc, Henri Fayol, par exemple, lui, il a dégagé des principes qui peuvent permettre une meilleure gestion.
notamment ce qu'il a appelé les 6 fonctions. La fonction technique, c'est-à-dire gérer tout ce qui est aspect technique, mais aussi prendre en charge l'aspect commercial, les éléments d'ordre commercial, les éléments de nature commerciale, c'est-à-dire assurer la vente, les achats, les services clients, des choses comme ça. Les éléments financiers, ce qu'il appelle la fonction financière, pour une bonne gestion financière, mais aussi les éléments qui sont liés à la sécurité, qui sont liés à la comptabilité et les éléments qui sont liés à la gestion administrative. Et aussi, selon lui toujours, selon Henri Fayol toujours, quand on gère, on doit, par exemple, ne pas négliger 5 éléments, notamment la planification, mais aussi l'organisation, bien aussi gérer le commandement, c'est-à-dire l'affectation de tâches, mais aussi il faut également une bonne coordination et aussi assurer un bon contrôle. Donc ces choses-là, c'est par exemple des choses que Henri Fayol a proposées. Mais aussi Max Weber, qui fait toujours partie de cette école classique, a également euh, euh, lui aussi expliqué à peu près des choses semblables en parlant un peu plus de ce qu'on appelle la bureaucratie, avec ici une, une réflexion qui tourne autour de la gestion de la bureaucratie, avec une bonne gestion de l'autorité, ce qu'on appelle l'autorité, parce que quand on gère, quand on dirige, quand on est un leader, nous jouissons d'une certaine autorité, c'est-à-dire on a une autorité, une certaine autorité. Et cette autorité-là, justement, il est bon de bien gérer ça, mais aussi de gérer ça de façon correcte pour qu'il n'y ait pas pour qu'il n'y ait pas de dérapage, mais aussi qu'il n'y ait pas d'abus dans justement l'utilisation de cette autorité-là. Et ainsi donc, dans l'organisation, les responsables qui ont une certaine autorité ne doivent pas abuser de cette autorité-là. C'est-à-dire que les employés, quand même, on doit pas leur imposer tout, hein, donc, et aussi n'importe comment. Et justement, même ça ne fait pas partie du leadership parce que le leader, comme nous l'avions expliqué, le leader, c'est quelqu'un qui met en avant la collaboration, la, euh, la négociation, mais aussi l'accompagnement, mais aussi également euh, 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 le fait également d'arriver à faire les choses, surtout d'une façon volontaire, sans trop de contraintes, sans trop s'imposer. Donc justement, si nous continuons un peu avec cette fois-ci ce qu'on appelle l'école comportementaliste. Donc l'école comportementaliste, c'est un autre courant de pensée qui sont venus un peu, qui est venu après le courant dont on vient de parler, c'est-à-dire l'école classique. Et ici, on les appelle, on appelle cette école comportementaliste parce que c'est une école qui met en avant les éléments d'ordre sociaux, les éléments sociaux. C'est-à-dire, un courant de pensée qu'on appelle aussi des fois l'école des relations humaines parce que tout simplement, les auteurs s'intéressent, les auteurs de cette école s'intéressent beaucoup aux relations humaines, c'est-à-dire au comportement, aux éléments d'ordre sociaux, aux éléments sociaux, mais aussi aux éléments psychologiques, hein. Et c'est pour cela que ici les auteurs qu'on retrouve ici, notamment Elton Mayo, et également les autres auteurs comme Abraham Maslow ou bien Douglas McGregor, ou bien même les autres auteurs, il y en a d'autres, ils ont à peu près, eux tous, réfléchi sur les éléments sociaux que nous retrouvons dans les organisations, mais aussi les éléments de nature psychologique. C'est-à-dire, de façon générale, par exemple, dans l'entreprise, quels sont les facteurs de motivation? Qu'est-ce qui réellement motive l'employé? Est-ce que c'est seulement le salaire, comme les premiers auteurs l'ont dit?
Est-ce que donc pour motiver l'employé, il faut lui payer plus? Ici, c'est une question que ce courant de pensée s'est posé. Donc l'école comportementaliste a essayé d'étudier ce qu'on appelle les facteurs de motivation, les éléments qui motivent l'employé. Est-ce que c'est seulement le salaire? Donc eux, ils disent que non, ils pensent que ce n'est pas seulement le salaire qui motive l'employé. En plus du salaire, il y a également des facteurs sociaux, notamment la motivation ne vient pas seulement du fait d'être bien payé, mais aussi le bien-être social de façon générale. C'est-à-dire l'employé, donc c'est-à-dire que l'employé, quand il est dans son environnement de travail, il a besoin aussi de bénéficier d'un certain euh, de pouvoir bénéficier, n'est-ce pas, donc d'un environnement de travail propice à son épanouissement. Que par exemple, ses collègues, voilà, donc s'intéressent un peu à lui. Toujours en restant bien sûr, si on parle du cadre professionnel. Mais par exemple, quand il vient au travail, qu'il puisse discuter avec les gens, qu'il puisse échanger avec les gens, qu'il puisse se faire aider par les gens, parce que justement, ici, l'école comportementaliste met en avant ce qu'on appelle justement des choses comme la dynamique des groupes. Donc la dynamique des groupes. Donc la dynamique des groupes, c'est justement une idée que ces auteurs ont et qui invite à une plus grande collaboration, c'est-à-dire que les employés puissent travailler ensemble, puissent s'entraider, puissent échanger des idées, puissent aussi se compléter les uns les autres. Non? Donc que chacun puisse aider l'autre que chacun puisse aider l'autre à compléter par exemple les manquements ou bien l'aider dans les choses où il n'est pas très bien où il n'est pas trop beaucoup de compétences. Donc les facteurs, les éléments donc qui sont liés à la motivation de l'employé dans son lieu de travail. Mais aussi, de façon générale, les conditions de travail, c'est-à-dire, est-ce que dans l'entreprise, il y a les conditions de travail? Est-ce que dans l'entreprise, il y a les conditions, excusez-moi, donc est-ce qu'il y a dans l'entreprise les conditions de travail optimales? Est-ce que les conditions de travail sont réunies pour que l'employé puisse s'épanouir dans son lieu de travail, puisse se sentir à l'aise, puisse être bien dans son lieu de travail? Sinon, il ne faut pas l'oublier, les lieux de travail peuvent être quand même des lieux de stress, parce que ça, on l'a vu, on le sait. Beaucoup d'organisations sont des lieux de stress pour les employés, pour le personnel qui travaille là-bas. Parce que tout simplement, en fait, les managers dans ces lieux-là ne prennent pas beaucoup en compte les éléments de nature sociale. C'est-à-dire, voilà, donc on ne réfléchit pas à faire de sorte que le lieu de travail soit un lieu d'épanouissement pour l'employé. Donc c'est pour cela que la dimension sociale, la dimension aussi psychologique, les conditions de travail de façon générale doivent être prises en compte pour que ça soit les meilleures conditions possibles. Mais aussi également, l'école comportementaliste encourage aussi des choses comme le management participatif, c'est-à-dire la gestion participative. Une gestion inclusive, c'est-à-dire une gestion qui invite tout le monde à participer, à donner son avis, à donner son opinion. C'est pas seulement le manager, ce ne sont pas seulement les dirigeants qui prennent des décisions et qui les imposent aux autres, mais dans une démarche inclusive, une démarche participative, tout le monde est appelé à participer aux prises de décision, mais aussi également à ce qui se passe au sein de l'entreprise. La communication, mais aussi également une bonne communication, c'est-à-dire privilégier la communication, ne pas oublier, accorder de l'importance à la communication et également donc de façon générale faire tout ce qui est possible pour que
les employés puissent évoluer dans les meilleures conditions possibles.